Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Institut national d'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous accueillir à l'occasion de la 9e édition du Festival d'histoire de l'art. La conférence qui va suivre s'intitule «Une nation réclame ses trésors, débat sur les manuscrits médiévaux islandais» et elle est présentée par Monsieur Godomur Aldernarsson. Désolée pour le nom. Thank you very much. Merci, c'est un grand honneur d'être là, dans ce lieu extraordinaire. Le château est magnifique et très différent des bâtiments en Islande. Nous n'avons rien de tel en Islande. Voilà pourquoi l'Islande a pu, en fait, réclamer et obtenir les manuscrits anciens du Danemark, parce que nous n'avons pas de bâtiment, donc on avait des manuscrits. Au cours de cette séance, je voudrais parler de la restitution d'articles, d'objets culturels, c'est-à-dire le patrimoine culturel qui appartient à un endroit spécifique. Moi, je vais regarder un endroit et c'est un lieu entre l'Islande et le Danemark. Et on va regarder en fait le dernier siècle et on va en fait parler un trésor de manuscrits islandais qui sont dans des collections danoises. Le 17 juin 1944, la nouvelle République d'Islande a été fondée à Pinchvelir, au sud de Reykjavik. Cette déclaration a en fait achevé 600 ans de relations avec la monarchie danoise. Et vous savez que la Deuxième Guerre mondiale arrivait à la fin. L'Islande était sous la protection militaire américaine qui, en fait, datait d'un accord de juillet 1941. Avant que les Américains entrent dans la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient venus protéger l'Islande puisque les forces danoises avaient été retirées pour aller se battre contre les Allemands. Et donc, pendant 4 ans, il n'y avait pas eu de vraie relation avec le Danemark à l'époque. Il faut dire que dans quelques jours, en fait, on aura la fête nationale. Vous savez que 11 jours après le jour J et l'arrivée des résistants français sur le sol français pour la libération du pays, l'Islande a déclaré la fondation de sa république. Vous savez qu'au cours de la guerre et suite à la guerre, il y a eu un accord de divorce entre l'Islande et Copenhague. Et en fait, cela afin de résoudre les problèmes. Un des problèmes les plus importants, en fait, pour la délégation islandaise à l'époque concernait les manuscrits islandais en possession danoise. Un journal à l'époque avait dit que la demande, l'exigence la plus importante pour l'Islande, c'est le retour des manuscrits. Au début, le gouvernement danois a absolument refusé de restituer les manuscrits en disant que ces manuscrits étaient de valeur pour l'Islande, mais pas seulement. Vous savez que l'Islande, en fait, manquait des conditions scientifiques pour préserver en état les manuscrits, disaient les Danois. Et enfin, le gouvernement danois disait que l'Islande n'avait aucun droit juridique pour demander le retour des manuscrits. Et donc, il y a eu une très longue bataille, à la fois juridique et politique, par rapport à la restitution de ces manuscrits. Je vais essayer de placer cela dans le cas du débat actuel sur les demandes de diverses cultures qui exigent restitution d'œuvres d'art.
Alors, il faut savoir en fait que les manuscrits moyenâgeux islandais étaient dans deux collections, une qui appartenait à l'université de Copenhague et l'autre dans la bibliothèque royale de l'université. Et en fait, ces manuscrits relatent l'activité très active des Islandais lors de l'époque moyenâgeuse. Je vais vous expliquer pourquoi ces manuscrits se trouvaient à Copenhague. Je vais vous expliquer pourquoi cette demande de restitution de la part de l'Islande, les réponses données par le Danemark, et ensuite je vais vous parler de la solution et comment placer la solution au niveau du débat international. Est-ce qu'on peut considérer cette solution comme paradigme international de bonne pratique? Si on regarde d'abord l'histoire, si on regarde la situation historique, on peut voir que l'Islande a été en fait établie très tardivement. On avait en fait des migrations de la Norvège et des îles britanniques qui se sont établies en Islande. Une grande partie des hommes venaient de Norvège, mais une grande partie des femmes, une majorité des femmes étaient d'origine britannique, venaient des îles britanniques. Donc, l'établissement de l'Islande faisait partie en fait de l'expansion des pays nordiques lors de la période vikings. Les Norvégiens allaient vers l'ouest, tandis que les Suédois allaient à l'est vers la Russie. Au début, l'Islande n'avait pas d'État. Au IXe siècle, en fait, c'était un genre de port où les chefs se rencontraient. Il n'y avait pas d'État organisé, en fait, jusqu'à 930. L'Islande s'est convertie a été christianisée en fait vers 1000, l'an 1000. Avant cela, les Islandais ne savaient pas écrire. C'est avec l'arrivée de la foi chrétienne, l'établissement de monastères, que l'écriture apparaît en fait en Islande. Jusqu'au XIIe siècle, il faut savoir que tous les codes juridiques étaient connus par mémoire et étaient transmis en fait. Il n'y avait pas de texte écrit. Donc, c'est-à-dire que les personnes devaient les apprendre par cœur, les réciter en 3 cycles. À Helsinki, c'était vraiment exigé des avocats, par exemple. Donc, je pense que lorsque l'écriture est arrivée, tout le monde était bien content. Et au XIIe siècle, on a commencé à voir l'écriture de chroniques, et cela, en fait, en latin ou dans la vieille langue norse du Nord, en fait. Donc, il y a eu en fait des contrats établis entre les chefs de clan islandais et la Norvège. Alors, quelle est cette culture de manuscrits? Comme je vous l'ai déjà dit, cela démarre au XIIe siècle avec les codes juridiques, avec les chroniques historiques. Il faut savoir que l'Islande était une des rares nations européenne qui avait une histoire écrite, même si l'Islande a été en fait colonisée très tardivement. Eh bien, ils ont beaucoup d'histoires sur les relations en Islande. Au XIIIe siècle, il faut savoir que cette culture avait développé une période littéraire très nette. Il y a eu les sagas familiales qui ont été écrites, des histoires très complexes d'amour, de haine, de vengeance, de bataille. Et il y avait également des sagas contemporaines qui ont été écrites pour décrire ce qui se passait.
il y avait les histoires des rois norvégiens également. Parce que très souvent, en fait, les rois norvégiens demandaient aux Islandais d'écrire leurs histoires. Et donc, la plupart du temps, c'était les Islandais du XIIIe siècle qui écrivaient ces histoires. Puis, il y avait bien sûr des légendes d'ordre germanique et également, en fait, vous aviez également légendes écrites en latin, bien sûr, mais également dans la langue norse, la langue du Nord. Il faut savoir que jusqu'au en fait, jusqu'au 19e siècle et au-delà, on écrivait ces légendes. Mais la grande époque, c'est bien sûr cette époque-là, le 13e. Au 17e siècle, il y a eu un intérêt croissant dans les sagas islandiques. Et en Suède, au Danemark, tout le monde, en fait, cherchait leur histoire, les débuts des familles royales, etc. En Suède, en fait, c'est lié en fait à une demande de retracer la généalogie des Suédois, la lignée, si vous voulez. Et les Danois, eux, par contre, étant donné que l'Islande était un territoire danois, eh bien, ils pouvaient avoir facilement accès à ces manuscrits et on en trouve à Uppsala, par exemple. Un des grands collectionneurs de ces manuscrits avait rassemblé un grand nombre de ces manuscrits, c'était Arne Magnusson. Et lorsqu'il est mort, il a légué sa collection de manuscrits islandais à l'université de Copenhague. Lorsque, en fait, Copenhague est devenu un centre de recherche, eh bien, il est clair que l'intérêt pour ces manuscrits s'est encore développé. Au cours du 19e siècle, il y avait un intérêt romantique croissant dans cet héritage de ces manuscrits écrits en fait dans cette vieille langue nordique, le vieux norrois en fait. Et ici, vous avez en fait Johann Gottfried Herder qui avait écrit le caractère national allemand. C'était quelque chose de très populaire en fait. Et il y avait en fait un genre de rivalerie entre la mythologie nordique et grecque. Les sources de cette mythologie étaient islandaises en fait. Il y avait beaucoup de légendes. Alors, il y avait de plus en plus d'intérêt pour la littérature islandaise au cours de la période romantique et les Danois ont commencé en fait à considérer l'Islande comme lieu où la culture nordique avait été préservée au cours des siècles. Et vous avez le poète national danois qui disait en fait que l'Islande en fait était ce lieu d'origine. Il y a eu un homme politique danois qui avait dit que il exprimait sa vénération pour la culture islandaise et en fait, il exprimait l'appréciation que les habitants des autres pays devaient à l'Islande
pour avoir préservé en fait le passé des pays nordiques, leur culture. Et pour les Danois, en fait, cette culture, ce patrimoine islandais devenait un peu le début de leur propre culture et faisait vraiment partie intégrante de la culture et du patrimoine danois. Il faut savoir qu'au cours du 19e siècle, on a la formation de l'identité nationale islandaise. Et vous savez que cela se faisait en même temps que le développement de nationalisme culturel en Europe sur la base de l'histoire, la langue. Il faut savoir que le nationalisme islandais reflétait la formation de l'État-nation danois, parce que le Danemark était passé de l'État d'empire en 3 étapes. Vous savez qu'ils avaient créé d'abord en 1814, puis 1849, puis 1864. Donc, ces 3 étapes allant de l'Empire à l'État-nation danoise. Il fallait se définir et donc, pour les Islandais, il était difficile, en fait, de se sentir comme faisant partie de ce nouvel État-nation danois. Et donc, en réaction à ce qui se passait au Danemark, ils ont commencé à développer leur propre nationalisme culturel islandais. Et cela s'est fait au niveau de la littérature, par exemple. Il faut savoir que le manuscrit était l'affirmation de l'existence de la nation. Cela prouvait que la culture islandaise était importante dans le contexte européen et beaucoup ont considéré cela comme le début de l'histoire islandaise. Et il faut savoir que au Danemark, qui acceptait en fait cette culture islandaise, ces manuscrits, pour les Islandais, prouvaient qu'ils représentaient vraiment une identité nationale autre. Et il faut savoir que les manuscrits islandais devenaient le symbole de la nation islandaise. Et en fait, à l'époque, l'Islande était économiquement pauvre et considérée arriérée. Mais en fait, les manuscrits médiévaux ne cherchaient pas à ressembler au passé, mais étaient la preuve, en fait, de leur passé. Ici, j'ai une citation de l'ancien recteur de l'Université de l'Islande en 1947. Et le prince héritier est arrivé en Islande après la guerre pour fêter le 900e anniversaire de la mort d'un Islandais. En fait, il était mort en 1241, mais étant donné qu'ils ne pouvaient pas venir fêter cela en 1941, ils sont arrivés en 1947 pour fêter ce poète. Et alors, en fait, le recteur dit que
nos ancêtres, en fait, avaient eu la fortune de créer une littérature classique. Ce travail littéraire a maintenant 7 à 8 siècles d'âge, mais continue à préserver cette valeur. Et cela n'est pas simplement une valeur artistique ou scientifique, mais une réalisation culturelle du passé et a donc une valeur organique. La littérature est considérée comme étant une des 3 lumières de l'histoire de la vie intellectuelle de l'homme. Donc, cette recherche culturelle, cette ressource culturelle, la nation islandaise a toujours cherché à préserver cette spiritualité à travers les siècles. Et c'est dans cela que la nation a trouvé la clé de son avenir. Le pays des sagas est une terre promise, une terre belle et glorieuse, une terre vers laquelle nous avons cherché l'inspiration dans les moments les plus difficiles. Et ici, on a une citation, en fait, qui provient de la célébration le 17 juin 1944, où, en fait, le président de la fête dit « Enfin, la nation est rentrée à la maison, là où elle appartient, souveraine et indépendante. La séparation politique d'un État étranger a ainsi été achevée. » Cependant, les biens les plus importants de cette nation continuaient à être à Copenhague. Et donc, c'est devenu une des revendications principales de l'Islande de faire restituer les manuscrits. En 1945, il y a ces négociations donc de séparation avec le Danemark achevée en 1947. Et à ce moment-là, on se rend compte quand même que la plupart des manuscrits islandais étaient dans des collections danoises. Et donc, il y a la revendication de les récupérer. Un comité de 7 hommes politiques et 6 académiciens est mis sur pied pour étudier cette question en 1947. Et la question était d'étudier les revendications, étudier les aspects juridiques également. Le rapport final, en fait, de ce comité publié en 1951, en fait, ont déclaré que l'Islande n'avait aucun droit juridique sur ces manuscrits, que les manuscrits avaient été acquis par l'État danois légalement et que donc leur propriété était indiscutable. Mais il y avait des opinions différentes par rapport à la suite à donner. Tous disaient qu'il n'y avait aucun droit juridique au manuscrit, mais en fait, un membre socialiste du comité avait dit « Oui, mais ça a été fait par des colonialistes, il faut renvoyer les manuscrits. » D'autres disaient que non, les manuscrits étaient danois. Puis, il y a eu une option un peu au milieu de ces deux positions qui était basée sur les opinions de 4 des académiciens siégeant au comité, disant que certains des manuscrits devraient être renvoyés en Islande. Mais à notre avis, du côté danois, sur la base de la compassion nordique commune et en tant que cadeau, en fait, donc, ils estiment que l'Islande n'a aucun droit à ces manuscrits, mais on peut leur en faire cadeau.
de quelques-uns. On pourrait en fait donc, je continue, soumettre les manuscrits islandais qui n'avaient que peu de liens au pays, y compris des manuscrits qui avaient été écrits par des Islandais, qui traitaient de conditions et de personnes islandaises, et qui pourraient du coup être intéressantes pour les Islandais eux-mêmes, pourraient être en fait restituées. Donc cette décision a été mise dans la loi par le Parlement en 1961. Et une fois les différents obstacles juridiques éliminés, en 1971, les premiers manuscrits ont été retournés à l'Islande. Donc, en fait, les collections de manuscrits ont été divisées. 60% de ces manuscrits ont été renvoyés à l'Islande. Ce sont des manuscrits qui ont été rédigés par des Islandais en islandais concernant des questions islandaises. Ici, vous avez donc une photo de la une d'un journal danois le jour où les manuscrits partent. Ici, vous avez en fait une photo de la frégate danoise Verderen transportant les premiers manuscrits à l'Islande. Moi, je me rappelle de ce jour parce que j'avais 15 ans à l'époque. Et en fait, il y avait eu la première émission télévisée qui, en fait, couvrait ce moment. Ici, vous avez une photo du ministre de la Culture danoise remettant un de ses manuscrits à son homologue islandais. Alors, en fait, il avait rendu ses manuscrits avec une expression sympathique, en fait, disant que voilà, l'Islande retrouvait son héritage. Que pouvons-nous dire de ces manuscrits? Ces manuscrits sont un patrimoine culturel à 2 points de vue. Et en fait, ils ressemblent à d'autres manuscrits du point de vue que le débat sur leur restitution était basé sur le contenu de ces manuscrits. Il faut savoir que la culture contenue dans les manuscrits est beaucoup plus que la culture islandaise. La culture décrite est réellement germanique, norvégienne, avec une collection de légendes, d'histoires. Mais ils étaient rédigés en islandais. Alors, qui détient en fait l'héritage culturel de ces manuscrits? Parce qu'en fait, l'héritage indiqué est autant danoise qu'islandaise. Vous avez un linguiste très connu, Louis Hjelmslev, qui dit que la culture, la religion, les mythes et les légendes étaient un patrimoine en commun. Ils formaient un matériel et un contenu transcrit dans ces grands anciens manuscrits. La vieille culture norroise, en fait, et son origine à un moment où on ressentait une unité. Et non, encore une fois, non, ces manuscrits ne sont pas islandais, mais nordiques. Mais cette attitude n'était pas l'attitude prédominante au Danemark. Ici, on a le point de vue, en fait, d'un professeur d'un lycée danois et en fait, un professeur d'histoire, en fait, qui était
qui était pour cela, parce qu'en fait, il dit le retour des manuscrits du Danemark vers l'Islande doit être basé sur la même vision de coopération nordique générale, car c'est une position égale avec des droits égaux des nations nordiques. L'ancien Danemark impérialiste de l'Union Kalmar doit abandonner tous ses droits à une position supérieure à Norden et ainsi rendre les manuscrits à l'Islande. Comme je l'ai déjà dit, ce cas est très souvent considéré comme un paradigme utile pour d'autres débats. Et ici, on peut citer Janet Greenfield dans un livre qui est une étude très importante des aspects juridiques liés à la restitution des trésors culturels. L'Islande est le premier tel cas qu'elle explique dans ce livre. Et il le voit comme un acte civilisé et rationnel. Mais est-ce que ça peut être reproduit? Je n'en suis pas aussi certain. Dans ce cas, c'était un cas historique, un contexte historique et politique spécifique. Ce n'était pas une colonie, cela faisait partie du Danemark, cela faisait partie du pays. Et donc, cette réclamation des manuscrits, cela faisait partie de la culture des pays nordiques. Ce n'est pas la Suède ni Oxford qui a demandé ces manuscrits. Ça, c'était plutôt très symbolique. C'était une séparation entre les deux nations, les deux États. Et il y avait très peu d'intérêt sur l'Islande. Certains artefacts ont été donnés à l'Islande en 1930, mais un grand nombre de ces artefacts sont encore au Danemark. Et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec cela, qui le savent. Les deux pays font partie du Conseil nordique maintenant, et il aurait été totalement impossible de ne pas résoudre ce débat. Cela n'aurait pas été possible pour les deux États de coexister avec ce genre de cohabitation sans trouver de solution. Donc, l'histoire, c'est en fait qu'il n'y a pas une seule réponse pour cette restitution politique. Des grands musées comme le Louvre ou le British Museum ou les musées à Berlin sont des symboles de forces impériales, mais ce sont également des symboles de réussite culturelle. Donc, les perdre, ce serait vraiment une tragédie. Et dans le cas de l'Islande, c'est un exemple qui nous démontre qu'on peut trouver des solutions. Donc, il y a des émotions très fortes des deux côtés, mais on peut trouver des compromis. Et maintenant, les deux institutions, l'Institut Magnum à Copenhague et à Reykjavik, ils coopèrent ensemble. Ils ont des liens scientifiques entre eux. Et je pense que les recherches sur la littérature médiévale a été vraiment très bénéfique pour la recherche et très bénéfique pour ce genre de coopération entre les deux pays. Donc, les compromis sont nécessaires parfois, mais je ne dirais pas que, de toute façon, que dans tous les cas, que la solution pourrait toujours être la même. Merci. Thank you so much. It was very... Merci beaucoup, c'était très intéressant, très éclairant. Il faut prendre en considération le fait que l'Islande, depuis 1918, est un État souverain. Et en 1944, c'est devenu une république. Donc, il y a un statut spécifique dans la monarchie danoise et il est nécessaire de souligner que ce n'est pas une relation coloniale de ce point de vue. Et ça, c'est très important lorsqu'on discute des questions de restitution
au moins les négociations sur ces restitutions de ces manuscrits médiévaux à l'Islande, c'est vraiment un exemple très classique de restitution. Mais ce qui est inhabituel, en fait, ce n'est pas le seul cas en Scandinavie. Vous avez parlé du cas nordique, des traditions, lorsqu'on regarde les aspects juridiques et légaux. Et lorsque j'ai lu l'histoire à l'université de Lund, dans le sud de la Suède, il y avait un cas très intéressant mentionné. Les troupes danoises ont saisi des manuscrits très importants à Stockholm pendant une période très sanglante en 1520, mais ces manuscrits ont été restitués 400 ans plus tard par l'Archive nationale suédoise à Stockholm en 1920. Et je dirais que dans ce cas, s'ils les avaient gardés à Stockholm, tout aurait été perdu parce que tous les manuscrits médiévaux auraient disparu dans le feu qui a eu lieu à Stockholm, dans le palais. Donc, cette question est très complexe. Cela vous démontre la complexité de cette question. Et la question de la restitution est la victime du chauvinisme. Il existe un autre cas. Là, on parle des manuscrits islandais. Un cas comparable en Suède, c'était un cadeau du Seidabrevet. Parfois, on fait des blagues sur l'Islande. Et là, on utilise un mot suédois et on finit par « re ». Oui, c'est ça, ça devient islandais, mais c'est une blague. Et ils disent Brevede, et en fait, c'est la lettre des îles Féroé. Et il remonte à 1298. Ils étaient écrits à Bergen, en Norvège. Ils sont arrivés aux îles Féroé et après, ils ont été restitués à Bergen en 1899 et d'un seul coup, ils sont apparus à Stockholm autour de 1618. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Et le Parlement britannique a pris la décision de rendre ces manuscrits en tant que don, cadeau. Et il n'y a pas de preuve que ça a été pillé durant la guerre ou quoi que ce soit. Mais le Parlement suédois pensait que c'était un acte important basé sur des raisons émotionnelles, des questions d'identité nationale pour les îles Féroé. Et il y a d'autres exemples également entre la Suède et les îles Féroé qui font encore partie de la monarchie danoise. Est-ce que vous voudriez faire un commentaire là-dessus? Chaque Islandais dans ce débat devait admettre que les manuscrits avaient été emmenés à Copenhague, sans doute pour les sauvegarder. Sinon, ils auraient tous été perdus à cause des conditions dans les demeures islandaises. Les demeures islandaises au XVIIe, XVIIIe siècle, en fait, ce n'était pas vraiment de bons endroits pour garder des manuscrits. Donc, le fait qu'ils aient été emmenés à Copenhague, ils ont été préservés dans les meilleures conditions existantes. Certains ont brûlé à Copenhague dans l'incendie en 1728, mais la plupart de ces manuscrits ont été sauvés. Et c'est souvent utilisé comme une raison pour garder ces artefacts culturels dans ces musées. La raison, c'est que on a les meilleures conditions là-bas pour préserver ces manuscrits et on les aurait perdus s'ils n'avaient pas été rassemblés par les différents collectionneurs au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Ce que vous nous avez dit, c'était vraiment fascinant. C'est-à-dire que
cette même idée d'un patrimoine culturel nordique partagé, parce que comme vous le savez sans doute, l'histoire de Nurse Larsson sur les rois islandais, c'était la même chose pour les rois suédois, les Vikings. Donc c'est un patrimoine que nous partageons ensemble. Mais la même idée pourrait avoir divers arguments à l'encontre et pour sur ce point. Je suis sûre qu'il y a des questions. Si vous voulez poser vos questions maintenant. Avec un micro, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité maintenant. Il faut profiter de l'occasion. The real Viking here. Nous avons un vrai viking ici. Profitez-en. Voilà, c'est juste une question pratique. Où sont conservés maintenant ces documents en Islande? Les manuscrits sont préservés dans l'Institut Magne. Vous avez eu l'image, en fait. C'est la photo en bas. Ils sont en train de construire un nouveau bâtiment. Le bâtiment a été construit en 1907. Ensuite, il y a eu la crise en 2008. Ils ont creusé un trou. Ensuite, en 2011, donc on a encore le trou. Et maintenant, ils sont en train de construire un nouveau bâtiment. Et je pense que ce bâtiment sera prêt dans 2 ans. Et c'est relié à l'Université d'Islande. Donc, c'est un institut de recherche. Et en 1954, le gouvernement danois a suggéré à l'Islande la même solution que celle qu'ils ont trouvée un peu plus tard. Mais l'Islande a dû apprendre à accepter que ces manuscrits seraient formellement possédés par l'Islande et le Danemark. Et nous ne pouvions pas accepter cela. Et lorsque la loi est passée en 1961, rien n'a été dit sur la possession. Ils ne l'ont même pas mentionné. Donc, d'une certaine façon, l'Islande ne devait pas admettre qu'il y avait 2 instituts qui possédaient les manuscrits. Il y a un institut à Copenhague et un institut en Islande. Et tous ces 2 instituts font des recherches sur ces manuscrits, sur ce genre de trésors. À Copenhague, nous avons encore 600 à 700 manuscrits provenant de l'Islande qui sont écrits soit en latin, écrits par des rois norvégiens, sinon. Et ce n'est pas sur l'Islande. Ce sont des manuscrits religieux, etc., qui sont dans l'Institut Magna à Copenhague. Mais ils coopèrent ensemble et il n'y a pas de grief entre les deux maintenant. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'aurais voulu savoir si ces manuscrits sont numérisés, s'il y a des échanges de numérisation entre Copenhague et puis l'Islande, et d'autre part, si l'UNESCO a une position sur ces problèmes-là de communication, double possession, double propriété, etc. C'est une très bonne question. Oui, ils sont en train d'être numérisés. Il y a des projets de coopération entre Copenhague et l'Islande. Et la collection fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et l'UNESCO le considère vraiment comme une coopération qui pourrait être imitée ailleurs. Et comme je l'ai souligné, je pense que c'était une solution fantastique dans les 2 situations. Mais tous les cas ne peuvent pas être résolus de la même façon à cause de la nature des relations entre l'Islande et le Danemark.
Oui, l'UNESCO est fortement impliquée dans ces affaires et je pense que c'est une très bonne initiative qui a été donc lancée par l'Islande et le Danemark. Il est vrai que la question de la possession, de la propriété crée une certaine confusion et c'est vraiment relié à cette idée du chauvinisme. Il faut que ces manuscrits soient accessibles, en fait. Ça fait partie du patrimoine. Et s'ils ne sont pas accessibles, c'est là où il y aurait un problème. Je peux vous donner un autre exemple. Les manuscrits polonais qui ont été restitués par la Suède à la Pologne en 1904. En fait, ces manuscrits polonais ont été pris par les troupes suédoises à Varsovie en 1955 et c'est Sigismund III qui était le roi de Suède et de la Pologne. Donc, il est entré à Cracovie lorsqu'il devait se marier avec la princesse Constantia. Et le cadeau, c'était une initiative politique. C'était la visite d'État du Premier ministre du Parlement en 1974. Donc l'initiative provient du gouvernement et non des institutions du pays. Et ceci a causé une polémique en Suède. Et ce qui s'est passé, c'était en fait une tragédie. Ces manuscrits ont été convertis en une série d'images et ça a été découpé en petits morceaux par les Polonais. Et ce manuscrit polonais n'est plus un manuscrit, c'est une galerie d'images. Donc, ils sont devenus les victimes de cette réclamation nationaliste pour pouvoir récupérer ces manuscrits. Et ça aurait pu être brûlé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je ne veux pas dire quoi que ce soit contre la restitution, mais ceci démontre que ces questions sont des questions assez complexes. Ce n'est pas facile de résoudre de telles problématiques et le résultat peut être assez risqué et dangereux, comme dans le cas de ces manuscrits polonais. Et je suis sûre que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Il y avait d'autres objets islandais au Danemark, d'autres manuscrits. Et pourquoi donc cette collection était vraiment le signe de l'Islande, justement? Qu'est-ce qui faisait que... Est-ce que c'était le fait du collectionneur ou de l'endroit où ils ont été trouvés, de la collection d'origine? Qu'est-ce qui a fait que c'était sur ces manuscrits que ça s'est focalisé? Merci. Donc les autres objets dans le musée national de Copenhague, donc il y a d'autres types d'artefacts, d'objets. Il y a des chaises, des tableaux, des objets de la vie quotidienne. Donc, on s'est concentré sur les manuscrits à cause de la tradition littéraire. C'était des symboles de ce que les Islandais pensaient être très important, c'est-à-dire leur place dans le panthéon européen. Donc au XIXe siècle, l'Islande, comme je l'ai dit auparavant, était vraiment un pays très pauvre. Il y avait beaucoup de voyageurs qui allaient en Islande et ils publiaient des livres lorsqu'ils rentraient chez eux. Il y a un livre fantastique qui a été publié par un Français, Victor Ménan, qui s'appelle « La pauvre Islande ». Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est vraiment un livre formidable. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un aimerait vivre dans ce pays où la vie était très difficile. Donc ça, c'est l'Islande au XIXe siècle. Et l'une des questions dans ce livre, c'est que s'est-il passé? Que s'est-il passé avec cette ancienne culture?
Et sa réponse, c'est l'Islande faisait sans doute partie de l'Atlantis qui a disparu et la place des sagas a disparu dans les mers depuis le Moyen Âge. C'est une théorie très intéressante et je pense que cela n'a pas été prouvé géologiquement. Mais ça, c'est l'idée pour l'Islande. L'idée, c'est d'avoir ces restes culturels, cette tradition culturelle pour prouver que l'Islande était importante pour la culture européenne. Et c'est pour ça que ces manuscrits étaient importants, parce que ces manuscrits montrent qui nous sommes et qui nous voulons être. Et là, à nouveau, c'est une idée très chauviniste. Moi, je ne suis pas un très bon écrivain, ce n'est pas moi qui ai écrit tout cela. Mais dans la culture, le nationalisme du 19e siècle, c'est devenu très important. On voulait prouver notre place dans le monde. Et souvent, je dis qu'en Europe, nous devons utiliser le concept de l'Europe avec des guillemets. Parce que l'Europe, cela veut dire deux choses. C'est un espace géographique avec des frontières, mais c'est également une idée. Et l'idée de l'Europe, c'est une certaine civilisation. Donc l'Islande voulait s'assurer que l'Islande ferait partie intégrante de l'Europe. Et donc la ligne entre l'Europe et le reste, ce n'était pas au milieu entre l'Islande et le reste, mais entre l'Islande et le Groenland. Le Groenland ne fait pas partie de l'Europe, ça c'est certain. Et donc c'est devenu très important pour nous dans ce contexte très impérialiste où il y avait beaucoup de débats coloniaux sur le 19e siècle. Et c'est la raison pour laquelle ces manuscrits sont devenus tellement importants pour nous. Les chaises et les images auraient pu rester à Copenhague. Ce n'était pas ça qui était important. Mais il y avait une compréhension danoise de ces arguments émotionnels, que l'Islande voulait récupérer son Graal, que c'était que ça provenait du patrimoine nordique. Oui, ça c'est l'argument de ce rapport qui a été publié en 1951, qui a déclaré que on comprenait bien que la demande de l'Islande était complètement folle, mais que c'était compréhensible en même temps qu'il demande la restitution de ces manuscrits. Nous avons un deuxième orateur, je pense, maintenant. Maintenant, nous allons passer à la seconde conférence intitulée « Rapatriement, restitution et conservation des objets samis » présentée par Anne-May Oli. I got a message to talk slow, so I will try. On m'a demandé de parler lentement, donc je vais essayer de parler lentement. Puisque c'est en anglais, je vais donc lire mon texte. Le peuple sami vit dans les pays du Nord, la Norvège, le Suède, en Finlande et dans le nord-ouest de la Russie. Moi, je viens du nord de la Norvège. Le peuple sami peut être divisé en 4 groupes principaux. Les groupes principaux, c'est les samis qui étaient dans le sud de la Norvège et en Suède. Ensuite, vous avez les samis au centre de la Norvège
Et vous avez ceux qui sont au nord de la Suède et au nord de la Finlande. Le groupe de l'Est se trouve totalement à l'est de la Norvège, les territoires frontaliers entre la Russie et en Russie. Les peuples samis, ce sont les indigènes des pays du Nord, le peuple de Sapni. Et aujourd'hui, les Samis sont des citoyens norvégiens. Ils vivent grâce à l'agriculture, la pêche et l'élevage des rennes. L'élevage des rennes a été l'une des occupations traditionnelles samis et un moyen de subsistance. Les Samis étaient traditionnellement un peuple semi-nomadique. Et lorsque les Norvégiens se sont appropriés nos terrains, il a fallu qu'on s'adapte. Mais nous avons continué nos activités de pêche et d'élevage selon nos traditions de vie. Nous nous considérons comme un seul peuple unique, mais il y a divers dialectes samis. Il existe également des différences dans les décorations, dans nos vêtements. Nos vêtements traditionnels, c'est une forme de communication non verbale. Avec nos robes kaki, on peut dire d'où nous venons, de quelle ville, de quel village. Anciennement, certains ornements de nos vêtements ou dans nos cheveux pouvaient dire à d'autres personnes nos relations, notre parenté. Et sur nos ceintures, on pouvait voir si la personne était mariée ou pas. Ici, sur ces images, vous voyez des cacti. Donc, vous voyez les vêtements traditionnels. Et vous voyez donc les vêtements de différentes régions. Ce sont des différences, mais nous avons également la possibilité d'avoir les couleurs que nous aimons et le genre de tissu que nous aimons. Des parlements samis ont été établis dans tous les pays. La Norvège, la Suède et la Finlande ont tous leur parlement élu et le parlement russe est sur la péninsule Pula, mais ils n'ont pas de tel droit. En Norvège, le droit sami pour protéger et maintenir la langue, la culture et la façon de vivre nous a été donné par la Constitution en 1998. En 1989, le Parlement sami a été établi en Norvège. Ils ont leur propre parti politique élu. Le Parlement sami est une institution de conseil pour le gouvernement norvégien dans les affaires sami. Mais il n'y a pas de pouvoir exécutif légal. Le Parlement sami a eu une responsabilité administrative pour les organisations sami et les institutions, telles que les musées sami depuis 2002. Nous pouvons dire que grâce au Parlement sami, les Samis ont une autodétermination par rapport à la culture sami. Les musées samis ont été établis assez récemment et ils ont par conséquent une histoire très courte et tout ce qu'on sait de nous est vraiment très récent. Le musée est une association de musées dont je suis directeur et ce mot signifie de la côte vers les musées de la toundra. Et il y a 4 musées et il y a une collection d'art. L'un des musées est le plus ancien musée sami en Norvège. Il s'appelle Sami Warkatarat, qui signifie la collection sami. Et il a été ouvert en 1972, mais en 1958, certains anciens bâtiments ont été déménagés et reconstruits dans les espaces où se trouve le musée. En tant que peuple nomade, les Samis n'avaient pas beaucoup de possessions matérielles. Les gens avaient ce dont ils avaient besoin et ils les utilisaient jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus les utiliser. Une fois que les Samis se sont établis, à ce moment-là, ils ont
obtenu des matériaux pour leur ménage. La grande partie des objets sont des objets organiques. Les Samis ont utilisé leur environnement, les racines, l'herbe, etc., les bois, des rennes. Les rennes ont toujours été très importants pour les Samis. For clothes. Les rennes fournissent en fait la nourriture, mais également des matériaux. Dans ma partie du monde, au nord de la Norvège, nous n'avons pas en fait beaucoup d'éléments de la période avant de 45. Lors du retrait du Danemark, les Allemands en fait ont détruit presque tous les bâtiments et les foyers. Donc les Samis en fait ont dû s'évacuer vers le sud de la Norvège. Beaucoup se sont échappés vers la montagne comme mes grands-parents. Les seuls biens qu'ils avaient, c'était ceux qu'ils pouvaient porter. Ils se sont échappés dans les montagnes et ils ont pu voir en fait les flammes et le ciel rougeoyant lorsque notre village a été brûlé. Et en fait, tous les bâtiments construits au cours du 19e siècle ont été détruits. Étant donné que beaucoup des bâtiments ont été détruits, en fait, c'est pour ça que la récupération de notre patrimoine culturel est si important pour nous. En fait, la restitution concerne des objets différents qui sont importants pour les peuples indigènes pour différentes raisons, en fait. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'objets religieux tels que les tambours, etc., qui se retrouvent dans les musées. Des tambours sacrés qui se retrouvent dans des musées divers. Il y a également des éléments religieux qui appartenaient. On n'utilise pas le mot chaman chez nous, mais enfin, c'est des objets qui prédatent la chrétienté. Il y a également, en fait, des objets qui étaient considérés comme liés au diable par les prêtres qui avaient disparu. Mais il y a eu des objets qui font partie de collections de musées. Vous savez que la religion indigène des Samis a presque disparu. Les éléments religieux aujourd'hui représentent les objets les plus importants que nous voulons rapatrier. Aucun des musées Samis aujourd'hui ont de tambours religieux d'origine dans leur collection. Certains musées Samis ont des objets Samis et certains musées non Samis ont des objets Samis sans connaître l'importance de leurs objets. Dans les catalogues, les informations concernant les objets Samis sont très limitées car ces musées ne connaissent pas l'importance de certains objets. Et on a pu en fait découvrir des tambours religieux Samis dans des collections d'instruments musicaux quand nos tambours n'ont jamais été utilisés à fin musicale parce que c'était des objets sacrés. Donc ça m'a choqué de les voir exposés ainsi. Il est important de prendre en compte la perspective indigène dans ces cas de réclamation de retour d'objets indigènes. Il faut savoir qu'il y a un musée folklorique en Norvège qui a essayé en fait de développer un projet pour le retour de la moitié des objets Samis. 2000 objets Samis doivent être restitués aux 6 musées Samis en Norvège. Il y a le rapport Osterdam qui
en fait, veut dire restitution ou retour dans la langue sami. Et à la base de l'accord, en fait, avec les deux musées norvégiens et le Parlement norvégien concernant la restitution du patrimoine culturel sami. Il faut savoir que cette restitution ne concerne pas les restes humains. En 2011, en fait, il y a eu au niveau du Parlement un débat sur la restitution des restes humains qui avaient été déterrés dans les années 50. La plupart des projets montrent la bonne volonté des Norvégiens, des autorités norvégiennes, à rendre aux Samis la possibilité de gérer eux-mêmes et préserver eux-mêmes les objets Samis. Alors, peut-être que c'est parce que les objets n'ont pas de valeur monétaire, mais pour nous, ces objets ont une importance parce qu'ils parlent de notre passé. Tout objet est une fenêtre sur le passé et tout objet aura des traces de sa fabrication, des éléments de connaissance et de savoir-faire traditionnels qui ont peut-être disparu depuis. Et le rapatriement de ces objets permet le retour de ces objets. Le rapatriement donnera en fait à la société Sami la possibilité de reconstituer en fait une culture qui leur a été ôtée et qui a en partie disparu. Maintenant, si les musées n'avaient pas ces collections, nous n'aurions pas la possibilité aujourd'hui de présenter notre histoire et notre culture. En 1994, du travail a été fait expliquant que la conservation n'est pas juste la préservation des matériaux, mais que cela préserve l'intensité et du lien de la société avec ces objets. Pour ma thèse, j'ai pris des objets, j'ai pris des échantillons d'objets dans la collection, en fait, à Samidvorka, et on a pu voir en fait que des pesticides étaient nécessaires pour préserver certains matériaux organiques. Dans la collection Worshko, en fait, les conservateurs n'étaient pas conscients de l'existence de ces éléments toxiques dans les collections. Et lorsque j'ai commencé ma thèse, justement, j'ai remis en question le travail fait sur ces collections. Objet Conservator a été engagé pour revoir la collection afin de voir quels étaient les besoins de conservation avant qu'un objet soit retiré des zones de stockage pour être ensuite restitué. En 2015, ce travail est devenu plus compliqué parce que nous avons découvert dans la collection d'objets des pesticides et autres produits toxiques utilisés à l'époque pour combattre certains nuisibles. Donc, cela entraîne des restrictions sur la manipulation de ces objets et cela, en fait, va impliquer également un travail très long pour éliminer ces éléments toxiques de ces collections. Ce travail n'est pas encore fini, bien sûr, mais c'est un des besoins et une des exigences du musée depuis le démarrage du projet. Il est important que tous les objets restitués au musée Sami soient nettoyés, que l'effort soit fait pour identifier des toxines particulières.
il est décevant que le projet ne fait pas en fait cette enquête avant de rendre les objets au musée Sami qui ont que peu de ressources pour pouvoir traiter cette question. En travaillant sur ma maîtrise, j'ai compris les différents types de risques aux personnes travaillant sur ces collections, par exemple, des risques de cancer et autres maladies. Et pourtant, cela n'avait pas été traité. Les risques santé sont bien sûr dépendants du temps d'exposition. Cela ne veut pas dire que tous les pesticides soient mauvais. Sans pesticides, il y aurait peu de matière organique qu'on retrouve dans les musées. Et si les musées norvégiens n'avaient pas rassemblé ces objets, on n'aurait probablement plus de traces de la culture. Et vous savez, en fait, cette restitution concerne la restitution de connaissances. Pour pouvoir apprendre du passé, il faut étudier la société qui a évolué afin de fabriquer ces objets. Mais en même temps, pour cela, il faut manipuler les objets avec beaucoup de soins et de précautions. Les musées Sami n'ont pas de conservateurs. C'est pour cela qu'il faut que les objets soient nettoyés et conservés avant leur retour. J'ai fait partie d'un groupe de négociation et la négociation a été affichée. À l'époque, j'ai fait du travail sur l'utilisation des pesticides pour les objets qui figurent au musée. Donc, la question des pesticides a dû être intégrée dans la négociation. Au cours des dernières années, ce sujet a changé parce que, en fait, en retirant du projet la réduction des pesticides sur les objets. En administrant le projet, on s'est rendu compte que le nettoyage des objets et l'étude des pesticides serait un travail de longue haleine. Ils ont appelé en fait les musées Sami pour évaluer cette question en 2016. Le résultat et que la concentration serait faible n'était donc pas un risque sécuritaire si les objets étaient placés dans des boîtes dans la zone de stockage. Mais l'intention, en fait, la demande de restitution ne vise pas à garder les objets dans des boîtes dans les zones de stockage. Donc, le problème, c'est que dès qu'on retire la question de étude des parasites ou de pesticides, en fait, une fois les objets restitués au musée Sami, c'est au Sami de supporter le coût, en fait, de nettoyage et d'élimination des pesticides. Il y a eu en fait un accord avec les musées Sami. Et dans quelques semaines, le 19 juin, à Kotekir, nos musées vont recevoir 736 objets de musée restitués en signant des contrats. Mais ils vont signer un contrat indiquant la restitution, mais il n'y aura pas encore les objets. De notre point de vue, moi et mes collègues, nous pensons que cette restitution est vraiment modérée. Il est clair que les objets, en fait, ne doivent pas être dans une condition détériorée pour pouvoir être exposés. Il faut savoir que pour les musées Sami, cette situation est difficile parce que la plupart n'ont pas des zones de stockage suffisamment grandes pour prendre ces objets. D'autre part, ces zones de stockage ne sont pas très modernes et n'offrent pas une condition de stockage appropriée aux objets.
rien ne sera restitué de la part du Knox Fox Museum vers les musées Sami tant que les conditions de stockage ne sont pas appropriées. Le nettoyage, l'élimination des pesticides, etc., coûtera environ 4 millions d'euros, 39 millions de couronnes. Et ça, c'est le chiffre estimé il y a 4 ans. Le musée Sami et le Parlement Sami n'ont pas l'argent pour entreprendre les coûts de rapatriement de ces objets. Tout cela fait que nous pensons que c'est au gouvernement norvégien d'assurer que ce rapatriement des pièces Sami soit couvert du point de vue financier. En tant que musée Sami, nous apportons une nouvelle façon de penser à la muséologie. Nous utilisons notre propre connaissance traditionnelle et ainsi nous arrivons à maintenir en vie nos traditions, nos cultures. Les questions de pesticides, en fait, pourraient nous empêcher d'obtenir davantage d'informations. Et cela, en fait, est lié au coût des coûts de nettoyage, de réduction de pesticides, etc. Il faut savoir que l'association des musées NORS essaye de faire en sorte que le gouvernement norvégien soit convaincu que nos installations sont en état de recevoir les objets pour préserver en fait les objets Sami. De plus, il devrait y avoir un traitement d'égalité entre les musées Sami et les musées non Sami. Après tout, le droit de préserver et maintenir notre propre passé et réellement notre droit vis-à-vis de notre passé, notre présent et notre avenir. Nous espérons que les responsables norvégiens assureront les responsabilités nécessaires afin d'assurer que les musées Sami puissent accueillir les objets. Comme mentionné dans le contrat, les musées vont recevoir les objets. Après 7 ans, en fait, les autorités norvégiennes ne reconnaissent pas leur participation dans la restitution des objets. D'autres pays, en fait, ont des gouvernements qui soutiennent ce travail de restitution. Merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question. Je suppose que vous avez partagé ces expériences avec vos collègues suédois du musée Sami à York, et cela par rapport à la relation avec l'ancienne collection du musée. Avez-vous parlé avec vos collègues suédois par rapport à ces questions? Avec un micro, s'il vous plaît. Merci. Non, parce que ce projet, en fait, concerne le musée Sami norvégien en raison de la collection Norse Folklore Museum. Mais lorsqu'on parle du rapatriement ou de la restitution d'œuvres en général, vous savez que nous espérons qu'au niveau international, nous espérons que nous allons justement avoir en fait des propositions de 2, 3, 4, 5, 6 autres musées. Et nous espérons que les Suédois aussi vont réagir. Je suis curieux, c'est un détail, mais quelle méthode utilisez-vous en fait pour nettoyer les objets, pour l'élimination des pesticides contenus par ces objets? Je me rappelle que le musée de Stockholm avait le même problème. Ils avaient en fait beaucoup de collections de Chine qui avaient ce problème.
Il est impossible de tout nettoyer, mais il faut savoir que beaucoup, en fait, des objets SAMI ont été traités avec le DTT. Et, et cela, en fait, se retrouve entre les fibres. Et donc, à un moment donné, ça va remonter à la surface. Donc, si vous pouvez nettoyer à sec, on essaye d'éviter d'utiliser des produits humides parce qu'en fait, vous pouvez réduire les concentrations de particules montant à la surface de l'objet, hein, d'accord, en utilisant des procédés secs. J'ai entendu dire qu'à Stockholm, on utilise des ultrasons pour éliminer les pesticides. Est-ce que vous en êtes conscient de cela? Eh bien, vous savez, en ce qui concerne les pesticides, je sais qu'il y a eu des expériences faites, mais je n'ai pas, en fait, considéré cette possibilité et je n'ai pas lu d'article par rapport à cela. Vous savez que sur les objets SAMI qu'on utilise, le DDT, c'est en fait le moyen le moins cher de nettoyage. Donc, tout ce qui coûte de l'argent nous est un peu difficile. Mais on peut les aspirer parce que je crois que tout le monde a un aspirateur. Je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette présentation. Y a-t-il des questions? Levez la main pour obtenir le micro. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Vous parliez du cas norvégien. Tout d'abord, où et quand ces artefacts ont été collectés? Quelle était l'idée derrière l'établissement de collection de tels objets? Et deuxièmement, pour répéter ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a coopération entre les SAMI des différents pays nordiques, je veux dire du point de vue politique et culturel, pour essayer de défendre votre cas, de confronter la majorité, la nation, si vous voulez, par rapport à cela? Ça fait beaucoup de questions. Alors, une partie de la collection qui sera restituée a été collectée à la fin des années 1800, peut-être au 19e siècle d'ailleurs, et ainsi qu'au début du 20e siècle. Donc, ce n'est pas un matériel exclusif. Ce que nous voulons vraiment récupérer date du XVIe siècle. Les tambours religieux, par exemple, et d'autres objets tels qui, nous savons, a été collectés de façon forcée lorsqu'il y avait en fait les conversions, la chrétienté. Et nous avons en fait des écrits racontant cela. Ce n'est pas une belle histoire, c'est plutôt une histoire tragique. C'est une tragédie. Et nous avons en fait de tels objets qui se retrouvent un peu partout en Europe. La collaboration avec d'autres sociétés SAMI dans les autres pays. Vous savez que le Parlement SAMI il y a en fait je ne sais pas comment le dire en anglais en fait, c'est ça mon problème. Vous savez que chaque Parlement SAMI et chaque président
du Parlement sami siègent dans un groupe qui communique. Et donc, nous avons une très bonne coopération et une collaboration entre les parlements sami et même avec les musées sami, parce qu'il y a un projet au niveau national en Finlande qui, en fait, a servi d'inspiration, parce qu'il y a, en fait, une restitution de la part de ce musée vers le seul musée sami de Finlande. On pourrait se dire qu'entre la Norvège, la Suède et la Finlande, ils pourraient s'auto-inspirer si quelqu'un fait mieux que l'autre. On pourrait l'espérer en tout cas. Vous savez, il y a toujours eu cette concurrence entre la Finlande, la Suède et la Norvège, cette rivalité. Donc on espère que ça va marcher ici aussi. Je ne sais pas si vous avez vu une extraordinaire photo de Linnaeus, le botaniste, qui, lorsqu'il allait défendre sa thèse à Leiden, il a demandé à être habillé avec un costume sami et avec des tambours. C'est une image très étrange d'ailleurs, mais il a fait un voyage en fait extraordinaire vers la Laponie et il en a fait une description lors de ses voyages dans le nord de Suède. Et il a lui-même collecté des objets précieux, y compris ce tambour avec lequel il apparaît sur ce portrait de Linnaeus. Et je dois dire qu'il y a eu une grande obsession en Suède pendant longtemps par rapport à cela. Il y a eu en fait des exemples très étranges. Par exemple, les cadeaux à un roi Auguste qui a reçu en fait des reines comme cadeau. Il a en fait, le roi Gustave III a reçu des reines. À l'époque, les Samis étaient vraiment le groupe le plus exotique. Et lorsqu'on parlait ou on pensait du Grand Nord, on ne pensait pas aux Vikings, on pensait aux Samis. Et donc cette histoire, en fait, de ces reines qui ont été données au roi et qui ont vécu sur ces terres. Si vous n'avez pas lu Upper-Prepni, vous savez que Upper-Prepni, c'est une histoire de l'époque des Vikings. Et les Vikings voulaient en fait avoir un bateau construit par les Samis parce que c'était des bons bâtisseurs de bateaux. Mais les Samis ont toujours été très respectés pour leur connaissance et leur savoir-faire. Donc, je ne suis pas surpris de savoir qu'ils étaient très populaires à cette époque. Micro, rien d'autre? Oui? Mais pour nos deux conférenciers, est-ce qu'il y a des manuscrits islandais en France, dans les collections françaises? Et pour madame, est-ce qu'il y a des objets samis au Quai Branly ou au Musée de l'Homme à Paris? Ou dans d'autres musées français? There are some, there are not too many. Il y a quelques exemplaires. Je sais que oui, il y a des manuscrits dans le cadre de la collection scandinave à Paris. Ce sont des manuscrits papier. Je suis assez certain qu'il y en ait. Parce qu'en fait, les manuscrits ont été collectionnés jusqu'au XVIIIe siècle. Les voyageurs ramenaient des choses avec eux. Mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Oui, oui. Il existe des objets samis dans un des musées à Paris.
mais il existe surtout également des restes humains Sami en France. Et comme je l'ai déjà dit, vous savez que il y aura des questions, en fait, là encore, sur les collections Sami. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou sinon, on applaudit nos orateurs. Voilà. Merci beaucoup.